Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Mathieu et Alexandre. Alexandre, c'est ton premier passage au podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc c'est Alexandre Côté. Je travaille chez i7 à Montréal. Puis ma job, c'est d'être chercheur en malware. Donc, j'analyse des logiciels malveillants, on écrit des rapports là-dessus, on présente des conférences. Très intéressant. Justement, vous êtes les deux là parce que vous avez participé au takedown de Redline. Moi, la première question par rapport à comment vous êtes arrivés à collaborer là-dessus ensemble et comment tout ça, la genèse d'arriver à faire ça. Parce que c'est pas au hasard, on commence pas du jour au lendemain, pouf, je me réveille, ça me tente de faire un takedown sur Redline, par exemple. Comment tout ça est arrivé comme ça, tout ça s'est matérialisé comme collaboration. Et c'est ça. Tu commences par ta perspective, Annette, ou je commence de ma perspective? Moi, le début de mon côté, ça a été Mathieu qui me parle à Besides Nordtech. Je sais plus. Qui me parle à Nordtech de comme, hey, ça te tenterait-tu de collaborer sur quelque chose sur Redline? Avant ça, c'était pas du tout sur mon radar. Je travaille principalement sur des trucs APT. Donc, le cybercrime, je suis aware, mais c'est pas ce que je fais d'habitude. Ouais. C'est un bon. Dans le fond, nous, c'est l'inverse. On est très, très cybercrime, on est très, très crime, cybercrime. Puis Redline, ben, on collectait déjà à ce moment-là on surveillait déjà des channels Telegram où est-ce qu'il y avait des information info malware stealer. Info stealer malware. Donc, dans le fond, des logiciels qui volent les informations sauvegardées ou présentes sur la machine. Puis dans le fond, le output de ça est envoyé à un C2 absolument. Puis après ça, les cybercriminels, ceux qui font les campagnes, les redistribuent à plusieurs personnes, à plusieurs autres cybercriminels. Puis l'intérêt, c'est qu'il y a plein d'informations sauvegardées intéressantes là-dedans, dont certains mots de passe de Chrome qui donnent parfois accès à des ressources d'entreprise, des VPN, il y a beaucoup de initial access brokers, donc des gens qui vendent des accès initiaux à des entreprises pour plusieurs types d'attaques, donc des attaques de rançon artificielle, qui vont utiliser des stealer logs, ce qu'on appelle donc des journaux d'informations volées. Je sais pas comment traduire stealer log. C'est pas l'obligation de traduire. Là. On est capable de vivre avec nous, notre anglais. C'est le terme kleptogiciel. C'est épouvantable des fois ces traductions là. Bref. Mais dans le fond, c'est qu'on surveillait déjà plusieurs résultats, donc plusieurs informations de machines volées. On surveillait différents marchés et sites qui revendaient ces informations. Puis on regardait. Puis dans le fond, nous, Redline, comment ça a commencé, c'est qu'on a trouvé une campagne qui était assez efficace de Redline, qui était probable, qui avec Vidar puis Raccoon étaient pas mal les trois top malware family à ce moment-là. Présentement, on peut se parler, on va voir beaucoup du Luma. Le Luma, c'est tout, on en a partout. Là, c'est comme le running gag, là, il y en a partout. Là, tu télécharges de quoi sur Internet, c'est Luma. Puis, dans le fond, à ce moment-là, c'était Redline, Vidar, Raccoon, puis il y avait une campagne qui était une fausse update de Windows 11. On parle de... je vais voir mon timeline justement parce que je ne veux pas me tromper des années. On parle de juin 2022. On parle de presque 3 ans. Puis, malicious ads, donc les malicious Google ads, donc des résultats qui sont en place ou même dans les sites web. C'est une des propagations les plus prolifiques de Info Malware Stealer. Ça, puis les vidéos YouTube pour montrer comment craquer des softwares, là, puis des softwares gratuits. Là. Oh my God, c'est complètement... Les faux cracks sur GitHub aussi en un paquet. Ouais, c'est ça. Puis, puis on remonte plus loin, juste l'anecdote, c'est dans le temps de Napster, puis ces univers-là, Casa, Torrent, tout ça, il y avait tellement de cochonneries qui se faisaient présager justement une fausse copie de peu importe un gros logiciel, puis on se faisait défoncer nos machines avec ça là, par après. Là. Mais clairement, on est encore dans le même univers qu'il y a 10, 15, 20 ans. Là. C'est terrible là, quand on pense à ça. C'est tellement pas sophistiqué, mais ça marche. C'est ça qui est le problème. Dans le sens parce que les commentaires, c'est... On avait un aujourd'hui, quelqu'un qui partage un faux... c'était vraiment très drôle. Je vais le retrouver pendant qu'on jase. Là. Un faux software, je pense, de Adobe Creation. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, tu sais, voici une copie craquée, un lien Mediafire. » Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que c'est legit? »
Puis là, l'auteur répond « Ouais. » S'il dit oui. Ah ben là, c'est comme si un policier, c'est un policier, il peut pas mentir. Il peut pas mentir. Ah non, c'est épouvantable. Non, c'est ça. Puis là, c'est comme, ah non, mais tu sais, les antivirus, ça l'aime pas ça, des crack software. Donc, c'est sûr, il faut que tu l'éteignes, là. Sinon, il va chialer, là. C'est impossible, là, qu'il fasse ça. Ça reste le meilleur bypass d'antivirus. Ton user le désactive. Tu sais, tout ça pour sauver un peu d'argent. On va se faire voler par d'autres personnes plus tard. C'est juste terrible comme peu importe ce qu'on fait, faut payer. Fait vaut mieux payer de façon legit que de se faire voler littéralement au complet, là, parce que les info stealers, c'est assez violent ce qu'ils vont chercher, là. Ça ramasse beaucoup. Il y a beaucoup, tu sais, présentement, on a vu beaucoup de campagnes récemment sur Midjourney. Roblox, c'est comme le running gag, là. Roblox, c'est la pas numéro 1 pour les malware stealers. On en voit beaucoup. Puis je vais reparler un peu si on a du temps, on reparlera un peu des travaux qui s'en viennent, puis qu'est-ce qu'on va présenter, là, puis qu'est-ce qu'on a présenté à ShmoCon, puis il y a d'autres présentations qui s'en viennent aussi, là. Mais bon, en fond, entre 2022, on regarde à ce niveau-là, on a Redline. À peu près, je pense que c'était aussi au NordSec, là, donc on parlait à ce moment-là. Fait qu'on était mai-juin, on est à peu près dans ce moment-là. Pourquoi nous, on cherche à s'associer? Ben, tu sais, évidemment, Flare 2021, c'est pas Flare d'aujourd'hui. C'est pas mal plus petit. Donc, pour nous, le département de recherche, c'est une personne à temps plein qui était Samuel Couture, qui a travaillé avec Alex. Puis, ben, on a, dans le fond, on regarde ça, parce que, ben, tu sais, Alex, on voit clairement qu'Elisette peut nous aider là-dedans. On veut vivre ça un peu, voir qu'est-ce qui se passe dans Redline. L'idée initiale, c'était de comprendre le malware pour comprendre pourquoi nos bouteilles à la mer ne marchaient pas. Je t'explique c'était quoi nos bouteilles à la mer. Nos bouteilles à la mer, c'est qu'on avait... Vous en aviez déjà essayé avant? On avait déjà essayé avant. Okay. On avait fait des scripts qui refaisaient on the fly, qui généraient des Chrome profiles avec des safe passwords. Donc c'est comme des DB SQLite, là, dans le fond, là, les profils Chrome. Puis dans le fond, on en générait des username passwords. Puis les username passwords, ben, ils étaient évidemment générés, puis c'était des tokens pour nous, qu'on voulait voir si on les retrouvait dans nos données. Pour voir est-ce qu'on était capable de close the loop. On avait un site web, c'était quoi? C'était crypto-nft4u.store, quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça. Un beau domaine. OK. Une affaire pour vraiment attraper des gens un peu qui recherchent des drôles de choses. Exact. Fait que là, tu sais, je sais pas si le domaine existe encore ou on l'a renouvelé, je sais plus. On l'a pas renouvelé. On l'a pas renouvelé. Mais, tu sais, on a comme créé des faux entrées Chrome dans des machines virtuelles, puis là, on s'infectait, puis on comprenait pas. On essayait de voir est-ce que ça marchait, puis puis on voyait pas nos bouteilles à la mer. On s'est dit, on va comprendre peut-être qu'il y a des protections dans le malware, il y a peut-être des choses qu'on veut comprendre. C'est un peu comme ça qu'on a approché Alex. C'est là que la tournure des événements vient très intéressante, c'est que nous, on part avec l'analyse des données, on a quelques millions. Pour donner une idée de grandeur, à ce moment-là, on en avait 10 millions de machines infectées, je pense, dans l'année 10 ou 12. Maintenant, on est à peu près à 150 millions. De unique, là. Fait on est quand même dans les débuts, puis honnêtement, les Steelers logs, ça prend de plus en plus de spotlight, parce que honnêtement, c'est comme le moteur de tout cybercrime, tout au niveau cybercrime passe par quelque part par un Steeler logs. C'est l'énergie, c'est quasiment la ressource de base de ce niveau-là. Fait qu'on en parle beaucoup plus, puis on le voit de plus. Mais à ce moment-là, on est sur Redline, on trouve une campagne qui est super efficace. On voit des pics liés à cette campagne-là. On l'envoie à Alex. Alex commence à checker au niveau de Redline, puis c'est là que l'histoire devient plus intéressante parce que ça part d'un petit reversing d'un Steeler Logs à quelque chose de pas mal plus gros. Puis Alex, ouais. Donc, c'est ça, au début, je regarde Redline, le malware en tant que tel. C'est ultra packé, obfusqué, fait que c'est un peu dégueulasse à regarder, mais il y a des versions leakées, craquées, des vieilles versions sur GitHub, tout ça. Donc, c'est un peu le cas d'école. Une compagnie qui veut avoir l'air de faire de la recherche de malware, mais qui sait pas trop, qui a pas trop de ses propres données, ben, il y en a Redline. Puis il faut un article là-dessus. Fait que c'est pas vraiment intéressant de aller creux dans le malware en tant que tel, parce que il y a déjà 25 000 articles sur Internet qui te l'expliquent. Mais par contre, le côté, le panel, donc ce que les gens achètent pour pouvoir contrôler leur campagne et avoir l'information, ben ça, c'est déjà moins analysé. Donc, je commence à essayer de trouver ces affaires-là. Parce que nous, on a comme des données du
produits de sécurité ici, anonymisés, tout ça. Fait qu'on voit les victimes, on voit les samples qui sont collectés. Puis des samples de Redline, il y en a des milliers par jour. Mais avec ça, on voit, il y a des panneaux de contrôle. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant parce que peut-être que là-dedans, il y a des protections pour automatiquement rejeter certaines informations qui rentrent s'il y a des choses qui sont détectées comme fausses. Pour information complémentaire, comment on passe du chose que vous ramassez sur un poste à aller chercher le panneau de contrôle? Parce que le panneau de contrôle n'est pas dans les samples que vous ramassez sur les postes. Mais il était envoyé comme 10 000 fois sur VT, là, sur Virus Total. Il y en a plusieurs, je sens, qui sont sur Virus Total. Donc, on a accès à ça. Mais aussi, en regardant le malware en tant que tel, on voit le côté client de son protocole de communication. Donc, à partir de ça, on peut dire, OK, il va y avoir le pendant de ça dans le panneau. Donc, on peut faire des règles de détection et de collection là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on a ramassé plus sur Virus Total, en se disant, on a un côté du protocole, on a une idée de qu'est-ce qu'il va y avoir au bord. On fait des règles basées sur des hypothèses de qu'est-ce qu'on va voir. C'est ça. Puis pour vraiment revenir, il y a comme 3 morceaux importants. Dans le fond, tu as Red Glade, qui était le créateur de Redline, qui dit, lui, il vend Redline. Fait qu'il annonce sur les réseaux cybercriminels, les forums, Dread et autres. Il y en a plusieurs qui annoncent, moins Dread, mais d'autres forums de cybercrime. Genre, hey, j'ai Redline. Puis là, il annonce le panneau, dans le fond, c'est tant par mois ou tant pour un lifetime license. Puis c'est vraiment un SaaS subscription, là. T'as vraiment un abonnement SaaS. Puis dans le fond, un cybercriminel va acheter un panneau Redline. Donc, il va installer le panneau sur son VPS. Donc, il va hoster son panneau dans un VPS, habituellement bulletproof ou avec des VPS providers qui sont un peu sloppy sur ce qui est hébergé et / les demandes de abuse request. Puis dans le fond, après ça, il va sur le panneau, il va l'ouvrir, il va se loguer, puis il va générer un malware, une campagne. Là, tu peux choisir le file icon, tu peux faire le file name, tu peux même choisir le petit message d'erreur qui va être affiché quand ça va pas marcher. Le crack. C'est comme il manque une DLL. En fait, une fois que tu as le panneau de contrôle, tu n'as pas vraiment besoin de skill technique. C'est tout un interface graphique qui fait les choses pour toi. Donc, si tu ne sais pas développer du malware, mais que tu veux en utiliser, voilà. C'est beaucoup ce qui arrive, là. C'est beaucoup as a service maintenant. Tu sais, tous ceux ceux à la fin de la chaîne, c'est pas ceux qui connaissent ce qu'ils font, c'est ceux qui sont juste là pour aller ramasser l'argent, pour payer ceux qui savent ce qu'ils font, puis qui doivent avoir moins de problèmes d'ailleurs, ceux qui savent quoi faire que ceux qui sont en bout de ligne, c'est ceux qui. C'est ça. Puis c'est pour ça que qu'est-ce qui est intéressant au niveau du law enforcement, ils ne cherchent pas nécessairement à arrêter ce qu'on appelle les affiliates, c'est-à-dire ceux qui achètent le panneau. Avec une licence par mois puis qui roulent les campagnes, ils vont plus chercher c'est quoi les maintainers, les développeurs en arrière, de Redline puis des différents backends. Et dans le fond, Redline, ce qui passe, c'est que quand la personne host son panneau, elle génère son malware, puis là, elle va faire une espèce de social engineering, elle va créer elle va se prendre un faux compte YouTube, elle va créer un faux vidéo sur comment craquer Photoshop 2015, marche 2025, whatever. Puis là, elle va dire, voici, elle va hoster son binaire on voyait beaucoup sur GitHub, là, t'as un raw file de GitHub qui était souvent utilisé à ce moment-là. C'est un peu moins le cas, là. Souvent, on a vu Discord utilisé, on voit beaucoup de Mediafire. Ah oui, les Discord links, les Discord links. Fait que, dans le fond, tu héberges le malware quelque part. Puis là, dans le fond, tu incites les gens à télécharger ton malware. Puis là, même dans le panneau, puis là, dans le fond, les gens l'exécutent. C'est ça qui est un peu ridicule. Des fois, on met des ordinateurs qui sont affectés plusieurs fois. Soit c'est le même ordinateur qui est affecté, genre, ça n'a pas marché une fois, rouler le crack, il va le rouler 1000 fois, tu sais. Puis il y a même dans les panneaux de contrôle de ces malware-là, de ces info-stealer malware, il y a même des rate limiting. Quand on voit que c'est le même log qui rentre du même Mac, puis de la même adresse, puis de la même chose, il drop parce que sinon il se faisait spammer, puis c'était une de nos méthodes aussi. On va disrupt les campagnes, on va juste comme spammer de faux logs, puis trouve les bons logs parmi les faux logs, là, tu sais. Puis finalement, parce que le protocole, tu sais, après ça, on est capable de le reverser puis de comprendre qu'est-ce qu'il envoie aux
au VPS, où est-ce qu'il est aussi le panel. Mais ce serait même des protections anti-spam du côté du panel pour pas se faire spam. Il y a le rate limiting et il y a la détection de records dupliqués. Ouais. Si tu as la même victime qui envoie trop de records sont filtrés, et s'il envoie 2 fois la même chose, ben parce qu'il a cliqué 10 fois de suite, ces informations n'ont pas changé entre-temps, il t'en a fait juste un. Mm-hmm. Mais c'est drôle parce que même dans nos données, des fois, ce qu'on voit, c'est le log qui est presque pareil, qui est probablement la machine à 1 ou 2 journées de différence. Genre, ça n'a pas marché hier, peut-être ça va marcher aujourd'hui. C'est un peu comme ça qu'il y a comme une petite réflexion. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé, peut-être qu'il y a une update de Windows qui fait que ton .NET Framework est maintenant à jour par rapport au message d'erreur. Ou tu as rebooté entre-temps, puis ça réglé les choses au hasard. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de... C'est un peu vraiment ça, l'écosystème. Puis là, la partie panel est analysée aussi depuis longtemps. Il y a plusieurs personnes qui l'ont analysé, qui l'ont étudié ici. Oui, mais beaucoup moins que le malware. Les dernières analyses qu'on trouvait étaient quand même un peu vieilles. Le panneau, il évolue, il est développé. On voit les numéros de version, donc on savait qu'à cette époque-là, quand on a commencé, on était à 20, je pense, 19-20. Puis la dernière version qui avait été analysée, je pense que c'était comme 15 à l'époque, la dernière qui était publique. Donc, il y avait quand même des choses qui avaient changé entre-temps. Puis tu sais, dans le fond, c'est aussi que sur les panels, ça aussi c'est intéressant à discuter, c'est que quand il y a un super final qui achetait le panel, mais avant, le check de licence, au début, c'était c'était tout self-hosted. Fait qu'il n'y a pas de validation de licence. Fait que tu trouvais dans le panel dans le binaire, souvent, mettons, Redline, c'était du .NET. Fait que, tu sais, mettons, sûrement, c'était de l'ASP.NET, I guess, là, qui devait, sur le panel, le panel de Alex, c'était quoi? C'était non, c'était principalement du .NET standard avec des libres pour faire la communication réseau. De Windows Communication Framework, là. Ouais, c'est ça. Mais l'interface en tant que telle, c'était les trucs natifs .NET Windows. Fait, dans le fond, tu sais, puis là, les gens ont commencé à se dire, ben là, tu sais, si c'était tout offline, les gens faisaient juste comme craquer le panneau, fait qu'ils enlevaient la vérification de la licence, puis après ça, ils redistribuaient ça. Fait que, tu sais, comme la licence était client-side, la validation des premiers panneaux de Redline, ben, pour ça qu'il y avait plein de panneaux craqués qui étaient disponibles, que les gens avaient plus besoin de payer le Redline pour le faire. Je pense que c'est pas la validation du login qui était client-side, c'était qu'après ça, t'avais tout. Une fois que tu étais login, t'avais tout. Okay, t'avais accès à tout, puis la génération du malware se faisait localement. Donc, si tu craques le login pour pas avoir à le faire, ben, tu utilises ton panneau gratuitement. Tu changes la condition, tu l'envoies tes validation license à Redline, il te retourne pas une bonne licence, tu modifies ton panneau pour dire ignore ça, continue à loader, puis le code est là, tu sais. Fait que, non, tu sais, c'est la même chose que tous les mêmes principes que les crack software, finalement, les cracks, là, tu sais. Puis, ben c'est ça. Puis là, dans le fond, c'est pour ça que les dernières licences étaient moins craquées, parce que ça, c'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, quand ils s'en est rendu compte, ils se dit, ben là, ils peuvent générer des malwares puis rouler des campagnes à partir d'un crack panel de leur côté. Ça gosse, tu sais. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, mais maintenant, la génération de malware, évidemment, ces panneaux-là ont commencé à détecter les malwares générés par ces panneaux-là. Il y a eu des détections. Fait que ces panneaux-là servent à moins de choses, là. Tu peux plus vraiment rouler des campagnes efficaces avec ces vieux panneaux-là qui sont disponibles publiquement. Puis les nouveaux panneaux, ben là, ils se sont pas fait à fort 2 fois. Ils ont dit, ben là, il n'est pas question que ça roule. Dans le fond, tu vas pas l'ouvrir, mais quand tu vas vouloir générer le malware, ça va me faire un call sur l'infra, ce qu'on appelle le back-end de Redline, qui est géré et qui est vraiment maintenu par Redglade ou / ses associés. Ouais. Puis, dans le fond, même si tu as un crack panel, tu es prêt à générer le malware, parce que maintenant, la génération de malware... Ouais. La compilation se faisait sur le back-end. Tout le template du code source du malware en tant que tel était sur le back-end, puis il paquait et le boostait avant de te l'envoyer. Donc, tu n'avais jamais une version clean que tu aurais pu juste facilement modifier. Surtout considérant que les gens qui ont le panneau, c'est pas des développeurs de malware non plus. Ça rend pas... C'est pas complètement impossible, mais à ce point-là, tu es rendu à réécrire le malware complet si tu veux faire offline. Ouais, ben c'est ça, c'est toujours une question de coût, là. Puis quand tu achètes un service comme ça, ben si tu veux réduire tes coûts, t'es pas commencé à réinvestir plus cher que la licence va te coûter. Fait que, normalement, ces valeurs-là sont assez à l'argent que ils mettront pas
plus d'argent pour essayer de sauver un peu d'argent. On essaie de sauver une licence d'Adobe, mais si tu te fais voler plus que ta licence coûte réellement, c'est pas vraiment eux qui volent les licences Adobe, là. Lui, ils vont utiliser. Non, mais il faut juste dire que ça. Qui volent les licences Adobe, c'est tout fake. Non, c'est ça. Puis de toute façon, ça peut plus se voler, puisque maintenant, les autres, même Adobe, ont compris depuis longtemps que tu peux plus juste craquer ta version. Faut toujours tu te logs avec le serveur, puis il y a une négociation qui se fait, là. Avec eux autres aussi. Les malware as a service font la même chose aussi. Donc, Redline, c'est ça qu'ils faisaient. On a vu, entre les versions qu'on a regardées aussi, il y a eu une évolution qui, d'un côté, nous a aidés et de l'autre côté, est intéressante. C'est au début, il y avait l'authentification juste quand tu te connectes. Puis ensuite, ça restait pour tout. Ensuite, ça restait jusqu'à quand tu rebootes ton panneau. Mais avec les versions qui sont arrivées après, il y avait des checks d'authentification à chaque fois que tu envoyais certaines commandes, donc la génération. Et plus tard, c'était à tous les 10 ou 15 minutes. Donc, t'es connecté, ton panneau, il marche plus. Donc ça nous a aidé. Ça a été positif côté takedown parce que plutôt que tous les panneaux qui roulaient encore continuent à marcher, tous les panneaux vont peut-être marcher 10 minutes au lieu de... C'est ça, parce que dans le fond, ce qu'il faut... Là, on jump en avant, mais quand il y a eu le takedown, dans le fond, c'est que quand ils ont fait le takedown du back-end de Redline, ça a fait qu'au bout de 15 minutes, tous les panneaux existants ont cessé de fonctionner également. Tu peux pas avoir, parce que sinon, il y a d'autres, si mettons le back-end il est enlevé, puis que tu as toujours ton panneau actif, mais tes campagnes qui sont en cours, tant que tu gardes ton panneau actif, fait que d'un côté, tu as le malware qui parle au panneau, puis le panneau qui parle au back-end. Si le back-end n'existe plus, ton malware peut toujours parler au panneau. Puis là, ces campagnes que tu as générées qui sont actives, tu peux plus générer une nouvelle campagne parce que le back-end n'existe plus, mais ceux qui sont en cours, les résultats, tu les vois quand même apparaître dans ton panneau. Ils rentrent. Fait que tu peux quand même continuer à collecter des logs. Mais la manière qu'ils ont fait dans les dernières versions de Redline, le panneau, il s'identifie à toutes les 15 minutes. 10-15 minutes. 10-15 minutes. Puis là, si t'es, dans le fond, fait qu'après 10-15 minutes qu'il y a pris le takedown, tous les panneaux ont fait un check pour voir s'il est encore logué. On se dit, oups, t'es plus logué, puis on log out. Fait que même les campagnes actives, ça l'a arrêté de certaine manière. Les campagnes actives aussi de Redline qui avaient déjà été générées, qui étaient déjà en cours, puis qui étaient déjà hébergées sur YouTube. C'est un peu puis on rit de YouTube, on parle beaucoup de YouTube, c'est pas tant YouTube le problème que les vidéos, les vidéos qui sont mises puis les gens qui sont naïfs pour YouTube, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir, mais ils vont utiliser n'importe quelle plateforme pour genre les annonces Google malicieuses, tout ça. Le but, c'est généralement, ces affaires de cybercrime-là, le taux de succès est assez bas. La plupart des gens vont pas cliquer, vont pas se faire infecter. Fait que tu le pitches à tout le monde. Plus il y a de yeux devant puis de gens qui peuvent cliquer, même si tu as un taux de succès qui est très bas, si tu l'envoies à des millions et des millions de personnes, ça fait la job. Ouais, il tire dans le noir, il tire avec un 12 dans le noir en espérant de frapper quelque chose à un moment donné, là. C'est un Exactement. peu. C'est que tu mets des leurres. Tu mets des leurres un peu partout, puis il y a des gens qui cherchent une licence gratuite d'un outil qui coûte cher, puis qui vont tout essayer pour voir. C'est les autres qui se font pogner par les malware stealers, là, tu sais. Puis tu sais, le nombre de cas qu'on voit souvent, tu sais, le cas classique, c'est l'ordinateur perso de la maison qui est utilisé pour se connecter sur la job par des systèmes corporatifs avec, tu sais, un système d'authentification à distance, puis que ce même ordinateur-là, il sert aussi à... On généralise, on fait des stéréotypes, mais il sert aussi aux enfants qui vont jouer sur Roblox puis qui veulent télécharger des skins gratuits. L'ordinateur est infecté, puis l'ordinateur contient, oui, les logins des enfants, mais aussi les logins des parents pour s'authentifier à leur job, tu sais, à leur compte souvent des Outlook Web Access, tout ce qui est Azure AD, on en trouve beaucoup, malheureusement, dans les résultats dans les outputs de ce style-là. Sûrement, puis ça doit être encore très, très présent. Là, tu dis c'est un stéréotype, mais celui de l'ordinateur partagé à la maison, je suis sûr que c'est encore énormément comme ça. Ou encore, puis ça on le voit malheureusement encore un peu, l'ordinateur du bureau qui sert à faire des affaires que tu devrais pas de le prêter à tes enfants ou de faire justement un Roblox avec l'ordinateur du bureau. Ce qui maintenant est beaucoup plus difficile, plus rare, parce qu'ils sont assez verrouillés maintenant, empêche relativement ce genre de choses-là, mais encore là. Ce genre de choses-là, ou on peut même partager le réseau, parce qu'il y avait eu un cas pendant
plus au début du confinement où je pense qu'il y avait un système de X qui avait été pris en contrôle par un attaquant pour remonter jusqu'au poste corporatif, pour monter jusque dans l'organisation. Fait que ça aussi, on est toujours dans des univers comme ça, mais là, ça, c'est plus sophistiqué. C'est moi le cas classique, mes enfants jouent avec mon enfant. Ouais, mais en fait, c'est que tu as une industrie qui infecte des machines à masse, puis qui vont revendre ça sur les info-malware stealers. Puis tu sais, tout ce qui est Connor Mooka, puis tous les snowflakes, là, c'était des stealer logs, là. C'est qui se sont abonnés sur des channels stealer logs, puis ils pognaient genre, tu sais, Santander's, puis toutes les grosses compagnies, là, les comptes pour des tenants snowflakes de compagnie, tu sais. Au final, c'est juste une repurposing, là. Il y a beaucoup de gens qui checkent le flow pour trouver des accès corpo là-dedans, puis après ça, qui vont l'utiliser, qui vont aller plus loin, tu sais. Ouais, donc, l'exemple que tu donnais des gens qui rentrent dans un réseau, ben, c'est pas Redline, mais souvent ils sont downstream. Ils vont utiliser des creds qui ont été ramassés par un de ces faux stealers-là pour d'abord rentrer et ensuite pivoter. Ouais. Souvent, le stealer, on voit, là, ça reste un vecteur d'infection assez important pour plusieurs attaques corporatives qui s'en suivent. Puis même, même plusieurs attaques de rançon du ciel qu'on est capable d'associer à une machine infectée par une malware stealer qui contient des accès corporatifs qui ont été utilisés pour, après ça, l'accès initial à la compagnie, mouvement latéral, compromission de la compagnie. On connaît celui de la chaîne d'attaque, là. Mais c'est ça. Ça reste que c'est une commodity. Moi, j'appelle ça vraiment le cyber, c'est le commodity de beaucoup de crimes informatiques. C'est malheureusement le stealer log. Puis bon, OK, pour revenir peut-être à la campagne, Alex, là, tu sais, dans le fond. Dernière chose, les panneaux, on les trouvait souvent sur Virus Total sous forme d'un package zip qui a tout ce qu'il faut dedans, incluant une documentation de comment setup ton Windows Server et déployer ton panneau. Donc, clé en main, hein, c'est merveilleux. Honnêtement, leur support client était mieux que certaines vraies compagnies. Ouais, c'est ça m'a toujours fasciné à quel point ces compagnies sont toujours en avance, puis même la qualité du service, puis tout est vraiment supérieur. Puis avant de retourner un peu peut-être au-dessus, vous étiez rendu dans l'explication de ce que vous avez fait. T'as dit que vous aviez lancé des bouteilles à la mer, que vous n'aviez rien trouvé, mais ils n'avaient pas dit pourquoi, et vous aviez découvert pourquoi cette information-là n'était jamais remontée dans vos logs. Ou est-ce que vous regardez à la bonne place dans les logs? Je sais pas, là, qu'est-ce qui... C'est sûr, c'est dur à dire, parce que nous, on regarde les canaux Telegram, puis on en regarde 450, un peu plus que ça, des canaux Telegram qui offload. Honnêtement, sur une base quotidienne, on peut regarder peut-être 1 à 3 terabytes d'archives par jour sur ces canaux-là qu'on va process. Mais tu sais, il y a probablement beaucoup de info-malware stealers qui revendent sur d'autres sites web, pas nécessairement Telegram. Il y a aussi beaucoup d'ententes qui sont là. Il y a beaucoup de initial access brokers. Donc ça, c'est des gens qui établissent des accès initiaux dans les compagnies qui vont les revendre. Mais il y a beaucoup de initial access brokers qui vont acheter at bulk, qui vont s'associer avec des gens qui roulent des campagnes de info-malware stealer, qui vont dire, tu m'envoies tout ce que tu as, toutes tes infections, je vais te les acheter. C'est dur à dire quelle partie est diverge de ce qu'on voit au côté Telegram. Probablement que, mais tu sais, on en a quand même lancé. Je sais pas si la campagne qu'on a ciblée était plus active ou que, tu sais, dans le fond, ils regardaient plus. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans notre compte. Il y a certains checks dans certains info-malware stealers qui checkent si c'est sur une VM ou sur quelque chose d'un peu plus comme unusual, là. Redline n'avait pas ça. Redline, en tout cas, j'en ai pas vu non plus. Puis dans le panneau de contrôle, il y avait justement les méthodes, les trucs pour filtrer les cliquets, filtrer les trop de données, mais il y avait rien qui nous essayait de voir si c'était réaliste ou pas. La seule chose qui checkait, c'est si tu étais d'un CIS country, d'un CIS, oui. C'est de Independent State. C'est Coalition of Independent State. Confederation? C'est principalement les pays de l'extra-RSS. C'est assez connu dans le domaine du cybercrime, ça, que si tu es dans un de ces États-là et tu fais cybercrime,
tu vas avoir des problèmes si tu vises un des pays ou ton propre pays, mais si tu es en dehors de ça, la police, généralement, te laisse tranquille. Donc, souvent, il y a des protections comme ça, mais on n'a jamais vraiment réussi à aller au bout du sujet. On l'avait testé avec des panneaux, puis on réussissait vraiment, on a fait la détection sur des panneaux qu'on contrôlait, puis on la voyait. Donc, c'était comme compliqué à comprendre pourquoi, là, parce qu'on a testé ce lien-là de est-ce que c'est au niveau du sample, mais non, on était capable de vraiment comme répéter la chaîne au complet jusqu'au niveau du panneau, puis on voyait le résultat arriver. Honnêtement, je serais curieux. Après le cas, je vais retourner voir si peut-être Crypto NFT on a des hits. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, puis là, tu sais, la partie qui est intéressante, c'est que présentement, on part, puis on est au niveau des malwares distribués, des campagnes, puis des panneaux. C'est là que la partie intéressante vient. C'est ça qui a permis un peu de partir la suite des choses. C'est plus comment, tu sais, qu'on a réussi à mettre la main sur une partie qui était pas mal plus importante du malware. Puis là, Alex, je te laisse continuer sur cette partie-là parce que c'est toi, c'est de votre côté que ça s'est passé. Là, fait que je te laisse. Ouais. Donc, pour ramasser des panneaux, on avait fait entre autres des règles. Vu qu'on a un côté du client-serveur, on essaie de trouver l'autre côté. Mais on a fait la même chose avec le panneau de contrôle, son côté où est-ce qu'il est client qui parle au back-end. Et on était chanceux parce qu'il y a quelqu'un derrière, je sais pas si c'est Red Lab ou un des affiliés, qui a vraiment, vraiment fail son obsèque. Et dans nos données, on a trouvé des échantillons du back-end. Donc, le code qui roulait sur le serveur, où c'était des versions un peu vieilles, mais on a ramassé ça. J'avais les binaires qui roulaient en arrière. Comment t'as réussi? Comment les binaires ces binaires-là, OK, le dude a fait rater son obsèque, mais comment le fait d'avoir raté son obsèque a amené jusqu'à temps que vous ayez, vous, de votre côté, les binaires? Je faisais, il y avait l'antivirus sur son poste, puis c'est ça. Il a tout tiré, l'antivirus a tiré, puis il a remonté vers soit il y avait l'antivirus sur son poste, soit il a fait un transfert, tu sais, il l'a mis sur une clé USB, il a plugué ça ailleurs, ou il a essayé de scanner pour voir si c'était détecté. Il y a quelque chose où est-ce que ça a été envoyé à nous autres. Fait qu'une fois que j'ai trouvé ça au début, je comprenais pas. Ça, c'est oui, c'est en .NET, ça a l'air d'être lié à Redline, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis donc, j'analyse, puis je me rends compte, OK, ça, c'est ce à quoi le panneau, il parle. Fait que une des premières choses que j'ai faites, je me suis bâti un réseau virtuel avec des VM pour avoir la chaîne complète, avoir un panneau qui parle au back-end pour pouvoir tester des choses parce que c'est bien beau faire de l'analyse statique, mais des fois, c'est un peu long. Donc, si je peux avoir un environnement où est-ce que je mets un proxy dans le milieu qui écoute toutes les communications réseau, puis je le fais travailler, ça me donne des belles données. Donc, en analysant ça, on a compris un peu plus justement comment le code est généré en arrière, comment c'est authentifié, comment les données des affiliés sont stockées. Il y avait même une interface graphique pour créer des comptes user, puis une interface graphique pour voir des statistiques. Donc, combien de clients actifs tu as versus combien de clients tu avais, puis leur type de licence. Il y avait vraiment, j'aurais pu me loguer genre dans mon gestionnaire de licence chez Redline, puis j'aurais vu exactement où je me situais. Vous avez consommé 50% de votre licence ce mois-ci, vous avez tant d'utilisateurs et tout, là. Et lui, mais ça, c'était la personne en arrière. Là. Fait qu'il y a juste une personne ou un groupe de personnes qui avait ça. C'est la personne qui vend et distribue Redline. Ouais. Mais dans le fond, tu as le code qui est maintenu. C'est comme si tu avais accès au code, mettons, on reprend l'exemple d'Adobe, là, qu'on parlait de server validation. Là. C'est comme si tu avais le code d'Adobe qui valide la licence de ton Adobe Reader Pro. Là, fait que là, c'est comme si cette partie-là, on voyait, puis de leur côté, on voyait combien ils avaient vendu d'abonnements Redline ce mois-ci, combien ils faisaient de revenus, combien ils avaient de clients. On n'avait pas les vraies données. On pouvait voir qu'il y avait ces fonctionnalités-là, mais on n'avait pas leur base de données, on n'avait pas leurs fichiers, on avait juste le binaire. Donc, ouais, c'est ça, vous avez roulé en vase clos, là, dans un environnement fermé pour le tester, là. On pouvait voir les fonctionnalités, les choses, quel chemin ils utilisent pour stocker ces fichiers, puis sous quelle forme, mais on n'avait pas les vraies données sur
les affiliés, combien de licences. On voit juste que c'est quelque chose que tu pouvais savoir. Puis on voit aussi comment les licences étaient gérées. Puis il y avait plein de belles décisions de design, comme les mots de passe étaient stockés en clair. C'était stocké en clair dans c'était des dossiers. Une base de données. Ouais, c'était un folder par client, quelque chose comme ça. C'était pas une base de données. T'avais un folder, puis chaque client était stocké dans un fichier sous format protobuf. Donc, protobuf, c'est une méthode qui est utilisée, c'est une librairie par Google qui sert à sérialiser des données en transit. Donc, ça sert à s'envoyer des choses. C'est pas une méthode de stockage. Tu peux, mais c'est pas fait pour ça. Donc là, t'as un dossier avec un paquet de fichiers protobuf qui s'appelle 1. Extension 2. Extension 3. Ça, c'était user. Ça, c'était la base de données. Ça, c'était le back-end. Donc, il y a des décisions d'architecture comme ça qui étaient weird. Ben aussi, d'où comment on a fait le premier takedown, c'est une décision d'architecture un peu weird. Là. C'est un central point of failure là, pour les panels. Oui, c'est bon. Ça, on l'aurait pu le voir juste du niveau du panel. Là. Si on avait eu accès à un panel récent. Oui, on pouvait le voir du côté des panels, ce qui était mais les panels, comme ils étaient très obfusqués, c'était un peu plus dur de sortir les données. C'est plus rouler en dynamique. Là. Mais quand tu roulais en dynamique... Au début, dans le fond, le panneau, ce qu'il faisait, plutôt que d'avoir directement l'adresse du back-end stocké dedans, il y avait une adresse de ce qu'on appelle un dead drop resolver. Donc, tu te connectes à une place où est-ce qu'il y a une liste de serveurs à te connecter. Et ces listes-là, au départ, c'était stocké dans des dépôts GitHub. Donc, il downloadait le fichier de la liste, c'était chiffré avec une clé RSA qui était hard-codée dans le et avec la clé privée aussi, je pense. Il y a encodé les deux clés, la clé privée et la clé publique dans le panneau, je pense. Il y avait seulement un des deux côtés dans le panneau. Mais il y avait certaines choses qui utilisaient du chiffrement symétrique, puis tu avais cette clé-là, et d'autres choses qui utilisaient du asymétrique, puis tu avais juste la clé pour déchiffrer ce qui avait été chiffré. Mais c'est pas grave, on pouvait déchiffrer. Mais tu sais, c'est une décision bizarre parce que, dans le fond, c'est que le panneau l'ouvrait, allait loader le fichier sur GitHub, le déchiffrait, puis disait, OK, les 20 adresses des load balancers du back-end, c'est ceux-là. Ces 20 adresses-là, je peux en utiliser une de la gang pour parler au back-end de Redline. Puis dans le fond, quand il loadait, il déchiffrait ces 20 adresses IP, en choisissait une au hasard, puis c'était ça l'adresse IP qu'il utilisait pour parler au back-end. Mais il n'y avait pas de fallback dans le binaire, dans le panneau. Il n'y avait pas de IP encrypté, il n'y avait pas de DGA, de Domain Name Generation Algorithm. En tout cas, tu me corrigeras, mais sur l'acronyme, mais dans le fond, un DGA, c'est comme une espèce de algorithme qui sait, OK, ben là, il va être rendu à telle place ou c'est tel nom de domaine. Comme une espèce de OTP de chaque côté pour savoir. Plutôt que d'avoir une liste de domaines, tu as une formule pour générer tes noms de domaines. Les noms de domaines, puis là, tu sais qu'en fonction de la date d'aujourd'hui, ben c'est ça le bon domaine. Tu sais. Puis là, il n'y avait pas de DGA, il n'y avait pas de backup, il n'y avait pas de fichier encrypté, il se fiait juste sur le fichier GitHub qui était hard-codé dans le code qu'elle a loadé. Fait que, dans le fond, on présente à BotConf. Puis là, avant BotConf, j'ai fait des takedowns aussi sur les certificats, Alex. Là. Mais on va parker ça. Puis on a contacté GitHub. Ouais. On a contacté GitHub parce qu'on n'avait pas eu de réponse. On n'avait pas eu de feedback. Non, mais on était passé par le contact grand public parce que on avait quelqu'un chez nous qui avait un contact direct à GitHub, mais il venait de partir, donc ça a été plus compliqué. C'est ça. Puis après la conférence de BotConf, on était là avec les gens avec Pierre-Marc de Google puis Alexis de Proofpoint. Puis qui sont deux anciens collègues à moi chez I7. Là. Moi, j'ai travaillé chez I7 aussi. Là, tout le monde a passé chez I7. Tout le monde est Puis dans le fond, il a fait comme tu sais, nous on a des contacts, on va pouvoir trouver ça. Puis c'était justement un ancien collègue à moi qui a fait fait après la présentation à BotConf qu'on a faite en 2023, avril 2023. Dans le fond, on a repris les contacts puis quelques heures, même pendant BotConf, on avait fait le takedown sur le GitHub. Donc le fichier GitHub avait été enlevé. Donc tous les panneaux loadaient, essayaient d'aller chercher le fichier qui n'existait pas. Avait un 404, essayait de déchiffrer un 404.
Ça donnait pas d'adresse IP. Ouais, donc, le serveur en arrière, il est encore là. Et le panneau, il est encore là, mais ils sont pas capables de se parler. Le panneau, il sait pas où parler. Fait qu'il n'y a pas de backup. C'est ça, c'est un autre exemple de flow de design. C'est que tu as toujours, absolument, tu essaies de faire ça pour pouvoir être dynamique, mais tu as toujours une espèce de adresse IP ou espèce de nom de domaine backup que si ça plante, ben, on s'en reparle par là. T'sais. Mais est-ce que c'est courant? Parce que ça a l'air d'être un amateur qui fait ça, parce que quand on développe moindrement de façon sérieuse ce genre de choses-là, on sait qu'on faut faire attention. Des développeurs plus débutants, puis on va dire sans nommer les personnes, mais aux États-Unis, clairement, on est dans un contexte où il y a plusieurs développeurs débutants qui touchent à des systèmes. Donc, il y a un danger, donc ils sont pas habitués de travailler avec des systèmes complexes et de prévoir ce genre de complexité-là et donc de s'y prémunir d'avant. Est-ce que c'est courant ou c'est un cas d'exception, c'est juste un noob qui s'est amusé puis qui a eu ça, ou c'est en général de ce niveau-là où c'est aléatoire, ça dépend des groupes? C'est un mélange des deux, parce que la technique du Dead Drop Resolver, c'est assez largement utilisé, mais c'est comme un compromis. Mes serveurs derrière vont être plus durs à identifier et à comprendre, mais la place où c'est hébergé, c'est un point un single point of failure. Mais tu sais, honnêtement, puis ça, c'est plus une question de, pour une fois, tu sais, les rôles sont inversés, dans le sens qu'on attend qu'il y ait une erreur qui soit faite. Puis tu sais, je dis pas qu'il y avait des erreurs partout, c'est juste que ça, c'est une erreur peut-être d'inattention ou il n'y a pas pensé. Ou, en fait, pour nous, pour le takedown, ça devient une erreur, mais du point de vue du infecté, une machine quelconque qui se connecte à GitHub, qui download un fichier HTTP, c'est beaucoup moins suspect dans du monitoring que si ça se connecte juste à une IP aléatoire, bizarre. Ou un domaine inconnu avec pas de réputation, tu sais. C'est un peu ça. Mais tu sais, rendu là, c'est sûr qu'il y avait ça. Fait que là, on a réussi à le disrupt de cette façon-là pendant plusieurs jours. Dans le fond, la manière que Redglade ou que les maintainers de Redline fassent, mais il faut qu'ils fassent une nouvelle version du panel, puis qu'ils la redistribuent, puis qu'ils rehost un Dead Drop Resolver quelque part, puis qu'ils redistribuent le malware, le panel à tout le monde qui ont acheté une licence de son côté. Fait que c'est beaucoup de gestion de redistribuer des licences de panneaux à tout le monde qui a une licence active. T'sais. Des clients pas contents. Ça fait des clients pas contents. Ça fait des clients qui chialent. Puis on le voyait, là, tu sais, on le voyait de notre côté, du monde qui chialait. c'est quand même satisfaisant, là. Oui, c'est le fun de voir comme tout le monde est en crise sur des formes de cybercrime. Mais tu sais, avant ça, même, GitHub, on n'a pas réussi, mais au niveau des certificats, tu avais réussi avant même qu'on présente à BotConf en avril. Tu avais quand même réussi à faire une petite chose, là. Parce que les panneaux étaient signés avec des certificats émis par une fausse entreprise et ces mêmes certificats-là étaient souvent utilisés pour signer le malware en tant que tel. Donc, des binaires signés sous Windows, genre, c'est plus trusté. Puis un certificat qui a été révoqué, ben ça, c'est un mauvais signe. Puis j'avais réussi à contacter l'autorité de certification. Je pense que c'était Sectigo. C'est Sectigo, il me semble. Et ils ont révoqué tous ces certificats-là. Donc maintenant, quand tu essaies de rouler un de ces binaires-là sur Windows, il y avait une alerte comme hey, le certificat est plus valide, la signature de code est plus valide, est-ce que tu es certain? Donc, déjà, ça fait un obstacle. Ça t'empêche pas, tu peux toujours dire oui, je suis certain. Mais ça fait de la friction parce que ça lève une alerte pour les gens. Puis tu sais, dans le fond, c'est que tu as plusieurs types. Là, même le fait de signer ton binaire, l'avantage, c'est que justement, tu t'évites des messages d'erreur. Quand tu as un binaire non signé, ça en plusieurs, dépendamment de tes configs de Windows, tu vas avoir un warning qui dit attention sur un binaire non signé par un code signing certificate. La plupart des binaires, mettons, les grosses compagnies, les softwares communs qu'on utilise sont majoritairement tous signés par des code signing certificates valides. Fait que ça, t'as pas de. Fait que t'as comme un code signing certificate valide, t'as pas de code signing certificate ou t'as un code signing certificate invalid, c'est quand même encore pire là, que de pas en avoir à ce niveau-là. Mais là, dans le fond, quand Alex a réussi à faire des démarches auprès de Sectigo, ben, et les panels donnaient un warning que c'était louche. Fait qu'il y avait aussi peut-être même un peu de confusion au niveau des cybercriminels qui avaient acheté un panel valide de Redglade ou de Redline, et au niveau des clients qui étaient des campagnes
qui était utilisé qui était généré par les supercriminels qui avaient un panneau, les campagnes, les différents binaires, puis les campagnes, mais il y avait aussi une friction supplémentaire. Fait que sans être un disruption, comme quand on a fait un takedown de GitHub, cette partie-là était quand même frustrante pour les maintainers. Puis en fait, ils ont créé une autre compagnie parce que dans une de leurs perks d'un lifetime license, c'est que tu as du code signing, je pense. Alex, avec moi, quand tu payes au mois, tu n'as pas l'option de signer ton binaire que tu génères pour ta campagne. Mais dans les dernières versions, ça a changé, mais pendant qu'on le faisait, c'était comme ça, oui. Si tu payais ta licence à vie, tu pouvais avoir des binaires signés avec des vrais certificats valides. Sinon, ils étaient signés avec des certificats auto-générés. Donc, c'est ça. Puis à vie, c'était drôle parce que le check de licence, t'as checké si ta licence expirait, je pense, en 2027. Non, c'était si ta licence expirait après juillet 2025. Tu avais construit une licence à vie. Puis on était en 2023, là, donc 2025, c'était pas le futur lointain. Parce que clairement, pour cette personne-là, elle voyait pas très loin dans sa vie, là. Ben, finalement, il avait bien choisi son timeline. En juillet 2025, on n'est pas là, mais Redline, c'est pas mal fort. Ouais, c'est la vie totale de Redline. Puis il y a plein d'affaires, là, tu sais, il y avait comme les mots de passe qui étaient en clair. Quand tu t'authentifiais, ça envoyait le mot de passe en console, niveau serveur. Oui. Fait que là, dans le fond, dans le STD out, du côté du back-end, quand un client se loguait, quand un panneau communiquait au back-end pour s'authentifier, dans le STD out, la console, du côté back-end, il y avait le mot de passe de la personne qui était output, là. Ouais. Comme ça. Il y avait le on-sing file au lieu de on-sign file. Oui, c'est ça. La méthode pour signifier, c'était on-sing comme chanter. C'est rien, c'est pas grave, mais c'est drôle. Oui, mais ça présente à quel point il était pas nécessairement un professionnel. Clairement, il a pas passé ses 3 ans à l'université à faire du code. Là. Lui, je veux dire, j'ai été à l'université, vu certaines personnes, je pense que c'est pas nécessairement le facteur. Mais il y a avec un peu d'expérience de travail dans une grande corporation qui t'oblige à une rigueur. Je peux pas rire des typos, le nombre de typos que je fais quand j'écris, je peux pas. C'est dans un environnement professionnel, il va y avoir des étapes avant que ça se rende en production, puis quelqu'un va le spotter. Il y a quelqu'un qui va rire de moi avant ça. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, un de tes collègues qui va rire de toi plutôt que quelqu'un qui est l'autre bord du monde. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas de double vie où est-ce que je suis malware développeur at night. Là. Mais ça, c'est un autre cas. On y a revu ça du temps, mais dans les Info Malware Theater, quelque chose qu'on a présenté dans à des conférences dont Hacklu, puis on a après ça fait d'autres articles. On a observé des stealer malware qui ont infecté des cybercriminels ou des gens qui s'infectaient eux-mêmes pendant qu'ils faisaient des campagnes, qui testaient leurs propres marchandises puis qui s'auto-infectaient. Puis tu sais, dans le fond, on en avait un, c'était un développeur, je pense, à Shanghai ou en Chine, je pense. Okay. On l'appelait le anti-Batman parce qu'il était développeur at days puis malware developer at night. Fait qu'on l'appelle le anti-Batman. Mais il y a un article, je pense qu'on a publié, mais ça va être publié bientôt. Mais tu sais, c'est ça, on voyait que justement, il y avait tous ces comptes corpos de compagnie, plus tous ces comptes de cybercriminals sur la même machine. Puis qu'on voyait sur ces machines, les fichiers qui étaient volés, il y avait des malwares qui lui développaient. En tout cas, c'était un peu spécial, mais parenthèse à côté, là, mais non, c'est ça, je fais pas de malware développement. Un peu dans la même lignée. Parce que mes collègues qui regardent moi aussi. Quand on a une des hypothèses qu'on avait avant d'analyser le panneau, c'est une des questions qu'on se posait, c'est est-ce que les données qui sont volées par le malware qui sont envoyées au panneau, est-ce qu'il pourrait, est-ce que le gars en arrière, il a été malhonnête puis il les reçoit aussi? Ça aurait pu. C'était une question qu'on se posait. Finalement, c'est pas le cas. Mais on a vu dans la lignée des faux cracks, il y avait des faux Redline craqués que quand tu les exécutais, ça t'infectait avec Redline. Ça avait comme la méta de phishing. Pourquoi pas Inception? Pourquoi pas? Puis tu sais, quand sur les channels privés, parce que dans le fond, nous, on présentait de mon côté dans la présentation, je présentais plus aussi la partie écosystème des reventes de stealer logs, des infections. Parce qu'après que tu as eu l'infection, tu as les avoirs volés, puis comment ça se monétise. Souvent, c'est des channels il y a un channel public. Il y a un channel qu'on appelle, ils appellent ça des cloud logs ou des logs ou peu importe. Il y a comme toutes des espèces de terminologies de dark web ou Telegram. Là. Puis après ça, tu as le public log channel, où est-ce que les logs sont mis. Là, ils advertisent leur private log channel.
ou leur VIP log channel, ou whatever, comment tu veux les appeler. Puis dans le fond, c'est que c'est d'autres channels Telegram qu'il faut que tu payes un abonnement par mois pour y être. Puis tu as les logs plus vite, avant qu'ils soient dans le public, ou puis tu as d'autres logs en plus qui sont inclus dans ces channels-là privés. Puis dans le fond, c'est aussi le dernier concept de Live Stealer Logs. Donc, des Live Stealer Log Channels, c'est qu'il y a une intégration directement avec le panel. Puis dès qu'il y a une infection, il est automatiquement transféré. Il n'y a pas d'interaction humaine par le cybercriminel pour exporter ses résultats de son panel puis de les mettre dans un archive. Il y a une intégration directe avec Telegram. Puis le log est envoyé bam direct sur le channel. Justement, dans Redline, il y avait cette fonctionnalité-là. Ça arrivait dans ces channels-là qu'on est, des fois qu'on surveille, là, on a des fois une différence de 5 minutes entre l'infection puis qu'on l'a parsé puis dans la plateforme. Là. Ça veut dire que les cookies sont encore valides. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme mais tu sais, on expliquait un peu cette partie-là, puis dans le fond, ce que je fais avec ça, c'est que dans le partie publique, le warning qu'on faisait aux gens, c'est si vous allez sur ces channels publics-là pour explorer et comprendre un peu comment ça marche, faites attention parce que le nombre de logs qui sont packés avec du malware, c'est impressionnant. Fait qu'il y a aussi du Redline dans les public channels qui diffusent des informations volées de Redline, de d'autres malware Redline. Fait qu'il y a aussi une autre espèce d'inception de même où est-ce qu'ils vont réinfecter d'autres cybercriminels dans les channels publics pour aller comme fueler leur campagne. C'est infini la volonté de voler les autres. C'est comme fascinant, oui. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'honneur chez les voleurs, donc... Non. Puis il y a beaucoup de scams. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, tu sais, on regarde le timeline après ça, on a fait le takedown au niveau de GitHub. Puis là... Ils ont fait la même chose, mais sur Pastebin. Ouais. Après le GitHub. Puis ça, le takedown a été dans 2 jours, je pense, du temps qu'ils ont commencé, autant que ça a été réalisé, puis que ça a été enlevé par Pastebin. C'est drôle parce qu'il disait, tu sais, Pastebin, ils vendaient plus vraiment de licence pro parce que ça avait comme changé de format un peu dans leur pricing en 2018-2019. Mais quand on a parti Flare en 2017, on avait une licence pro. Tu avais besoin de te créer un compte et d'avoir une licence pro. Il fallait juste que tu sign up. Puis on l'avait fait. On avait la licence pro de Pastebin. Puis là, il dit, pour les takedowns puis pour les abuse requests, tu sais, on a un fast track pour ceux qui ont les pro license. Puis là, je suis comme, où ce pro license-là? Fait on l'a fouillé dans tous les password managers. On l'a retrouvé. J'ai checké. Il marche encore. Le compte marche encore, même si ça avait été complètement, ça faisait comme une couple d'années que je n'avais pas été. Puis là, j'ai fait report abuse, redline, backend, blablabla. J'explique une phrase ou deux. Puis 2 jours après, j'ai pas eu de courriel de confirmation, mais je suis allé revoir le pace si je refreshais, puis on me disait, oh, il est plus là. Bon, ben tant mieux. Puis comme de fait, il y a encore eu un peu de drama en ce moment-là, parce qu'il y a un deuxième outage au niveau du license validation. Puis après ça, ben là, ça a été plus un jeu de chat et de la souris où est-ce qu'ils réutilisaient des sites compromis ou des domaines récemment expirés. Ouais. Donc là, s'il y en avait plus, il faisait encore le concept de dead drop, mais le fichier chiffré qui contenait les IP, il était hébergé sur un domaine contrôlé par eux. Puis dans beaucoup de ces domaines-là, comme tu disais, c'est des domaines qui ont été RIP, qui ont été légitimes par le passé, qui ont expiré et qu'eux ont racheté. Donc ça, l'avantage que ça a pour des cybercriminels, c'est que dans les outils qui regardent la réputation des domaines, ceux-là ont l'air bons, ont l'air légitimes. Ouais, ça facilite le travail. Ça, c'est une des stratégies. Fait que ça, c'est vraiment... Puis ça, il a réussi, j'imagine, à rester plus longtemps vivant comme ça. Oui, puis aussi, il y en avait plusieurs en même temps de ces domaines-là. Donc, c'était pas aussi facile. Au lieu de contacter une compagnie centrale, ben, il faut contacter les hébergeurs individuellement. C'est plus complexe. C'est plus long. Fait que vous l'avez aidé à progresser, à améliorer son style, essentiellement. Ben, c'est ça, quand tu pousses, quand tu te fais pousser par quelqu'un, ben, t'es obligé de t'améliorer. Mais en même temps, tu sais, dans le fond, il y a plusieurs choses, là, dans le fond. Aussi, Alex avait analysé dans la télémétrie 1000 back-end sur une période de temps. Donc, excuse pas 1000 back-end, 1000 panneaux. Ouais. Dans le fond, il avait analysé les panneaux puis ils avaient tout mappé sur une carte mondiale de où est-ce qu'ils étaient hébergés. Ça basé sur les IP où est-ce qu'ils étaient. Puis c'est toutes des informations. Dans le fond, lorsqu'on a présenté à BotConf, c'est quand même une conférence qui est quand même pas mal de monde en CTI puis aussi pas mal de monde en law enforcement. Donc, je pense que, tu sais, et moi et Alex, on a établi contact à ce niveau-là.
Ils nous ont écrit par courriel, ils nous ont demandé les informations qu'on avait, on leur a transmis ce qu'on avait. Mais comme travailler avec des enforcement, c'est toujours comme ça. Là. Tu leur envoies de l'info, ils disent merci. Puis t'as aucune idée si ça leur a été utile ou pas. Là, t'es là, t'es comme, fait que finalement, vous réussissez à faire de quoi avec ça? Ah, on travaille là-dessus. Là, t'es comme, OK. Là, je pense que t'as eu le heads up. T'avais-tu le heads up avant? Oui, je peux continuer. L'histoire, il y a plusieurs agences dans différents pays qui nous ont contactés. Mais particulièrement, il y a la police néerlandaise qui, honnêtement, au niveau cyber, sont bons comparé à la plupart. Ils font des bold moves aussi. Là, ils ont fait plusieurs arrestations. Puis Magnus, souvent, ils font leur espèce de... C'est quoi derrière l'autre? C'était-tu eux autres qui étaient derrière? Non, c'était pas eux autres derrière l'orbite, hein, c'était pas... Je sais plus. Mais souvent aussi, quand c'est pas juste eux, souvent ils sont partenaires avec d'autres agences de différents pays. Mais l'avantage qu'ils ont par rapport à plusieurs autres forces de police, ils ont des experts techniques qui comprennent le côté justement plus technique. Donc, j'ai pas à essayer de tout vulgariser, essayer de pas comprendre. Je leur dis, puis il y a quelqu'un de leur bord qui comprend, qui peut ensuite appliquer ça. Et eux, il y a d'autres agences qui nous ont contactés, mais eux, ils ont continué à nous contacter régulièrement. Ils demandaient des listes, des back-ends qu'on trouvait, des listes de panneaux qui étaient dans leur pays, aux Pays-Bas, parce que c'est eux qui ont l'autorité. Fait que régulièrement, ils nous contactaient pour avoir des listes de comme ça. À un moment où on a eu une entente parce qu'on leur a partagé les échantillons de back-end aussi. Parce que on regarde, puis dans un cas comme ça, c'est pour aider une investigation, c'est pour aider un takedown, donc on le fait. Donc j'étais en contact semi-régulièrement sur genre 2 ans quasiment avec eux, parce qu'ils nous demandent l'information de temps en temps, puis à part « Ah, merci, ça va nous être utile » ou « Ah ouais, on travaille », j'avais à peu près pas d'informations. Et t'ont quand même donné le heads up, parce que dans le fond, c'était Operation Magnus, qui était le nom de code qu'ils ont utilisé pour le takedown de Redline. Ils m'ont contacté la semaine avant pour dire « OK, on fait de quoi bientôt? » OK. Et on va te partager. On a saisi des choses, on va vous les partager pour que vous puissiez publier de quoi avec ça qui explique le takedown. Et oui, ils sont pas inoccupés, ils n'ont pas juste ça à gérer. De mon côté, c'était quelque chose qui était désagréable, mais que je comprends. Là. Oui, c'est sûrement, ils ont fait de quoi avec, c'est pour vrai. Ils ont fait de quoi avec, ce qui est cool. Puis ils nous ont dit à ce moment, mais ça s'en vient bientôt. Je pense à la même chose qui dit, on va, avant que ça se passe, on va t'envoyer des nouveaux échantillons qu'on a ramassés, comme ça tu peux analyser. Vu que tu nous as aidés, on va faire un échange. Mais ils ont été particulièrement occupés de ce fait-là, donc j'ai reçu... Ouais, c'est ça, les as eu, les fameux échantillons? Là? Je les ai eus comme 1 heure ou 2 après que le takedown soit passé. Ils nous ont dit, on va t'envoyer l'avance, comme ça on peut synchroniser. Mais la dernière nouvelle que j'avais, c'était bientôt. Puis un matin, j'ai rentré au bureau, puis je vois, Opération Magnus, on a takedown Redline. Puis juste un peu après ça, je reçois un email, « Hey, voici l'échantillon. » Je fais, merci. Mais ça aurait été le fun de nous avoir un petit peu avant. Finalement, on a quand même analysé, il y avait des changements intéressants. On a publié un article là-dessus après. D'un point de vue cybercrime aussi, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, ils vendaient 2 types de familles de malware. Ils vendaient Meta et Redline, qui étaient honnêtement à peu près la même chose. Le output même était identique. Tu avais Redline en ASCII qui était changé par Meta en ASCII à peu près. Là, un beau ASCII art. Un beau ASCII art. Old fashion. Puis, tu sais, ils partageaient les mêmes clés cryptographiques. Ouais. Ils partageaient, genre, pratique. Tu sais, c'était comme obvious que c'était les mêmes. Oui, si tu regardais les 2 panneaux, le logo était différent. Puis les accents qui étaient rouges dans Redline étaient comme vert turquoise dans Meta, mais le design était pareil, le truc était pareil. Puis une fois que j'ai été en contact, genre après ce takedown, quand j'ai reçu des échantillons, ça incluait du code source pour le panneau ou pour le malware, un des 2. Puis il y avait des bouts de code qui étaient dans un, qui étaient en commentaire dans l'autre avec une copie avec des petits changements en dessous.
C'était drôle parce que le pricing model était différent. Il y en a un qui était plus cher par mois, mais moins cher lifetime, puis l'autre était moins cher lifetime et plus cher par mois. C'est vraiment, tu sais, comme je sais pas si tu te souviens, le Future Shop Best Buy, là, tu sais, c'est exactement Future Shop Best Buy. C'est la même compagnie, mais on fait un petit peu différent, comme ça, t'as l'impression d'avoir du choix. D'avoir du choix, c'est ça. Puis là, cryptographiquement, c'était exactement les mêmes choses. Je pense que Meta, au début, il y avait des changements comme... Les changements, je pense, arrivaient dans Meta un peu avant de se rendre. C'était peut-être parce qu'il brandait c'était meilleur que Redline. Là, que tu sais, Redline, parce que c'était le main tool. Puis là, il brandait genre Meta comme un contender de Redline qui était Redline, mais encore mieux. Et tu sais, c'est la même affaire. Mais tu sais, c'était comme une manière de comme self-disrupt pour comme. Parce que tout le temps comme ça, là, ça change aux 2 ans, là, les deux de j'ai tout le temps des nouveaux qui disent nous on a d'autres fonctionnalités puis c'est vraiment meilleur que qu'est-ce que c'est le marché puis ça tourne. Fait que c'est un peu intéressant qu'ils utilisent cette dynamique-là pour en faire une espèce de contender pour pouvoir regagner la course avec son méthode. Mais au début, quand on a fait ça, c'était crédible, se dire OK, il a eu accès au code source, il a acheté le code source quelque chose, puis il a développé. Mais ça, c'est qu'on voyait l'évolution, les mêmes changements dans les deux. Il y avait un certificat qui se faisait révoquer. Les deux étaient au même nouveau certificat. Ils changent la clé, mais les deux changent à la même clé de chiffrement. La même fausse compagnie de Railsway c'était en Bulgarie, je pense. Non, c'est ça. La compagnie originale, je veux dire, la fausse compagnie qui servait à avoir le compte pour le certificat, c'était en Arménie. Arménie, c'est ça, oui. Et après ça, quand cette chose-là a été take down, quand on a fait révoquer le certificat, la compagnie a vu, il y a un paquet de certificats malicieux émis à ce compte-là, ils ont suspendu le compte. Et après ça, je ne sais pas s'ils ont réellement enregistré une compagnie, mais le nom qui était dans le certificat comme étant le propriétaire, c'était une fausse compagnie au UK. Le truc de Rails and Civil, c'était UK. Ah, c'était UK, Rails and Civil. Je pensais que c'était aussi un même pays. Je pensais que c'était en OK. Tu sais, c'est ça. C'était quand même... il y a quand même pas mal de choses qu'on a validées par après, là, des observations au niveau des samples, des IP qui ça avait l'air de venir d'Arménie, mais on était comme pas sûr à 100%, Géorgie. Puis là, finalement, les arrestations, c'était en Géorgie ou c'était en Russie, finalement? Je pense, mais ça me semble que c'est en Russie. En tout cas, c'est sur le site d'Opération Magnus, ils ont les indictments puis les arrestations. Je sais pas s'ils ont arrêté ou s'ils ont juste mis des indictments publics. Je me souviens pas. OK, ouais. Mais il y avait, tu sais, dans le document qu'ils ont release là-dessus, il y a des photos de la personne, il y a tous ces noms, toutes ces alias, tous ces noms en ligne. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir la vidéo. Il est quand même très, très cocky. Là, tu regardes au début puis c'est une joke. Ah ouais, la vidéo, il est sassy. C'est vraiment le phénomène. T'as comme tous les noms de tous les affiliates, donc tout le monde qui a acheté des panneaux, qui passe puis qui dit genre ça c'est les VIP, probablement que c'est ceux qui avaient des licences lifetime, quelque chose comme ça. Puis là c'est marqué that VIP means to us very important to police. Là tu vois genre une photo de genre de menottes qui arrive genre, puis c'est comme tous les noms de tous les profils qui disent, c'est comme vraiment comme watch out, après on a arrêté les maintainers, mais on s'en va après les affiliates genre. C'était comme c'est un peu ça le message là. C'est ça, donc quand même ça veut dire qu'ils ont saisi le serveur derrière qui hostait le licensing server. C'est intéressant, ça, d'aller jusque-là, mais les samples qui ont revenu, c'est-tu suite au saisi ou c'est juste dans les informations d'enquête qu'ils ont transférées entre les... un peu en char, là, mais quand même. Ben c'est ça, de ce qu'ils m'ont dit, c'était des choses qu'ils ont saisies sur le serveur. Ils m'ont pas tout partagé, évidemment, mais ce qui était certains échantillons du back-end, donc j'ai pu voir quelques modifications qui ont été faites entre-temps, puis du code source utilisé pour les panneaux. C'est écrit en .NET. Décompilé du .NET, c'est assez clean, ça donne presque du code source. Même la même chose. Mais là, j'avais le vrai code source, je pouvais comparer. Donc, j'avais les commentaires, ces choses-là qui montraient. On était déjà pas certain que Meta et Redline, c'était les mêmes gens derrière, mais ça a encore renforcé cette conclusion-là. Très intéressant. Oui. Oui, c'est ça, même le serveur de licence derrière. Une chose qu'on n'avait jamais vue, c'était les IP vers lesquels les dead drops de chacun pointaient n'étaient jamais les mêmes. Mais dans le back-end lui-même, la dernière version, on voyait qu'il setupait des listeners pour les deux, pour Meta et Redline.
un après l'autre dans le même code, dans le même binaire. Ben, tu sais, la manière de voir ça, c'est probablement que je pense que c'est comme ça que l'a structuré, puis ça, on l'a pas validé, puis Alex, si tu le sais, tu me corrigeras, mais tu sais, t'avais les adresses IP, les 20 adresses IP, c'était pas 20 instances du back-end qui roulaient, c'était probablement 20 reverse proxy qui pointaient vers la vraie instance du back-end, tu sais. Ouais. T'avais probablement un back-end qui roulait à une place, 20 adresses IP qui faisaient l'office de reverse proxy qui était hosté, puis après ça, c'est ça que les dead drop resolver, on prend, mettons l'exemple du fichier GitHub, quand tu déchiffrais, c'était les 20 adresses IP pour Redline, pour les reverse proxy de Redline qui pointaient vers le back-end. Probablement qu'il y avait un autre set de reverse proxy au niveau de Meta, qui était un autre fichier, mais qui probablement pointait aussi à la même place au niveau du back-end de l'unique back-end, dans le fond. J'ai jamais eu de la confirmation que c'était réellement ça, mais ayant analysé le code du back-end, comment c'était fait, ce binaire-là, il n'était pas désigné pour avoir plusieurs instances. La base de données ne pouvait pas être partagée parce que c'était un paquet de fichiers dans un dossier. Donc, c'était la façon que c'était fait. Si tu en avais plusieurs en parallèle, les gens avaient eu plein de problèmes d'authentification parce qu'il n'y avait pas de réplication, il n'y avait pas de partage. Donc, c'est fort probable que tout pointait finalement vers un même serveur. C'est un drôle de design. Ben, c'est un drôle de design, mais en même temps, j'ai l'impression que ça a été construit sur une pièce après l'autre. Là. Comme vous l'avez poussé, c'est amélioré, mais celle-là, c'est justement à force de se faire pousser que son setup s'est amélioré. Là. Mais c'est un peu ce qu'on voit souvent dans cybercrime. Là. C'est un good enough, ça marche, puis touche pas, ça marche, puis tu sais, solution temporaire qui donne des solutions permanentes. Là. Fait que, au final, c'est pas mais tu sais, tant que ça marche, tant que c'est rentable. Puis on parlait de rentabilité, c'est pour ça que souvent que tu sais, le fait que lui il vende sa licence à plusieurs cybercriminels puis qu'il le maintienne, je pense que tu sais, sans être l'homme le plus riche du monde, ça lui permettait quand même d'avoir un bon revenu là, tu sais. Puis avec tu sais de personnes, ça marchait de cette façon-là. C'est pour ça que souvent, tu sais, law enforcement, les affiliates, c'est rare qu'ils sont intéressés parce que souvent, c'est le petit poisson, c'est le plus gros poisson où c'est vraiment pour régler le problème. Tellement. C'est ça, tellement. C'est plus vraiment d'aller vers ceux qui maintiennent des back-ends. Puis, tu sais, il y a une vingtaine de familles de Infomalware Stealer, à peu près. Puis, tu sais, il y en a tout le temps des nouvelles qui sortent, là. Fait que, tu sais, t'as quand même pas mal. Puis, ils fonctionnent tous avec un back-end unique parce qu'ils ne font pas les mêmes erreurs. Ils apprennent un peu des erreurs du passé, de pas tout mettre dans le panel, puis que les panels, t'as des versions crack qui sortent après, là, tu sais. C'est aussi une question purement architecture et ressources, tu sais. T'es une personne qui développe ça, ou quelques personnes qui développent ça, un système de réplication réparti sur plusieurs serveurs, c'est pas simple. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, puis quand tu commences, puis que t'es pas, au début, quand t'as pas encore fait de l'argent là-dessus, tu vas pas payer 10 serveurs en location, puis tout. C'est un peu logique. Dans le fond, la dernière truc aussi, c'est que nous, on a vu pas mal un drop au niveau de Redline. C'est dur à dire si c'est lié à nous. Même quand on faisait une présentation à GoSec, la dernière qu'on a faite, Alex, là, on a présenté à Botcon. Après ça, on a présenté durant l'été à SlurCon à Washington. Puis après ça, on a présenté à GoSec la dernière présentation qu'on a faite en octobre, à ce point-là. Ouais, c'était plus tard dans l'année, je me rappelle pas. Dans l'année. Puis là, dans le fond, déjà là, on voyait que Redline n'était plus numéro 1, qu'on voyait qu'il était en descente. Puis après le takedown, ben, on a clairement vu, on en voit. Ironiquement, on en voit encore, Redline, là. Je sais pas si c'est des vieux samples qui ressortent encore ou, tu sais, qu'il y a des... Ouais. Je sais pas regarder en détail, mais c'est qu'il y avait tellement du Redline partout sur Internet que... Probablement qu'il y en a c'est encore. pas parce que tu sais, probablement que ces samples-là, le panneau derrière, il marche plus, il n'arrive plus à communiquer, mais le sample qui était hosté sur un lien Discord, ben, il est encore là. Ben, tu sais, nous, de notre côté, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on regarde au niveau des résultats qui sont partagés sur Telegram, là, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on voit encore du Redline, donc de l'information volée de Redline. C'est ça qui est un peu étrange. On en voit beaucoup moins. On voit vraiment une corrélation très claire entre le takedown puis, tu sais, le nombre qu'on voit, tu sais. Après un peu de temps, tu sais, le takedown s'est fait en octobre 2024, là. Fait que, tu sais, on est comme 5 mois, à peu près ça. Fait que là, on voit vraiment on voit moins de Redline qu'on voyait avant. Mais, tu sais, je sais pas si c'est des vieilles données qui restent ou c'est d'autres données. C'est possible. Les vieilles versions qui ont été craquées. Comme la génération du malware se faisait en local, tu peux utiliser, au lieu d'utiliser le code source, tu utilisais comme un binaire template qui allait remplacer des bytes dedans pour mettre le site de la CLC du serveur. Comme quand ils ont bougé
la génération en arrière, c'était du code source, puis il allait faire des search and genre des substring replace pour mettre les valeurs puis compiler. Mais quand c'était distribué tout d'un coup, t'avais un binaire qui appelait un genre stub.exe, puis ça allait changer des bytes à des places pour mettre tes valeurs de config. Les valeurs de IP, de Messenger, ouais. Hey, c'est violent de faire ça, là, c'est d'aller jouer chirurgicalement dans le binaire pour repasser puis relancer ça. Ouais. C'est ce qu'il fallait aussi sur le back-end, là, pas juste dans les versions craquées, là, sur le back-end aussi. Là, c'était sur le back-end, il utilisait des fichiers de source. Il allait modifier des bouts de texte dedans, il faisait comme des... Après ça, il compilait CSC, genre directement, genre il faisait comme une line de compile, tu sais. Je pense qu'il compilait, je pense qu'il collait Visual Studio pour le compiler, mais je suis plus certain. Mais on n'avait pas de code source à cette époque-là parce qu'on l'avait pas connecté, mais on voyait qu'il allait loader des fichiers .cs, trouver une string, puis remplacer la ligne par autre chose. On voyait qu'il cherchait pour des placeholders, genre, tu sais, comme bracket, adresse IP, bracket, puis remplacer ça par, tu sais, mettons, la valeur qui était passée en paramètre par le panel. Fait que c'est ça. Ouais, non, ça marchait. Puis, c'est fou, là. C'est plusieurs millions d'infections, là, par jour, là. Tu sais, Redline, là, c'était au pic, là. C'était impressionnant, là. Fait que. Ouais, parce qu'en fait, tes clients, les gens qui achètent le panel, ben, comme on disait, c'est pas des personnes techniques. Fait que c'est plus sur les fonctionnalités puis sur le marketing que tu vas les avoir. Si la qualité de ton code et son architecture est de la poubelle, ben ces gens-là sont pas nécessairement en mesure de le savoir. Non, tant que ça marche, puis tu sais, que ça ne se fait pas détecter par les oreilles. Puis ça, c'est une question pour toi, Alex. Là, genre, quelque chose, tu sais, il y a beaucoup de détections qui sont génériques, tu sais, dans toutes les antivirus. On dirait que même quand les info malware stealers roulent sur les machines, c'est pas toujours le cas que les antivirus sont éteints, puis ils se font quand même bypass, là, tu sais, on envoie, on a mappé le nombre d'antivirus actifs qui étaient sur les samples, puis il y en a beaucoup qui sont activés, qu'on voit dans les screenshots qui sont activés, mais que le malware roule pareil, tu sais, sans être détecté. Pourquoi c'est compliqué de faire ces détections-là pour des malwares qui sont si peu sophistiqués que ça? C'est une bonne question. Moi, c'est comme les détections des signatures, c'est fait par d'autres gens que moi. Je connais un peu, mais il y a une partie de ça, ben, selon les antivirus, des fois les engins ont pas nécessairement les gens ont pas nécessairement les signatures à jour, ça arrive. Ou parfois c'est plus uniquement des hashes puis des fichiers, mais il y a encore certaines bases de signatures que c'est hash ton fichier puis c'est le bon Java, c'est pas. Il y a plein d'autres détections, des détections en mémoire, sur des patterns, sur des comportements qui sont genre meilleurs pour ces choses-là. Mais pourquoi est-ce que ça marche pas dans certains cas? Des fois, c'est que le comportement est dur à définir parce que d'un point de vue humain, tu le décris, c'est facile, mais à voir ça en code, il y a plusieurs façons de le faire, fait que tu peux pas. Je sais que c'est hyper paqué, là, puis hyper critique, comme, tu sais, ils prennent beaucoup d'applications, là, juste mettre ça en même temps. Mais une fois que ça roule en mémoire, le processus est là. Ben, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, on parlait au niveau des machines corporatives, puis tout ça, là, ce qui arrive, là, c'est que c'est des malwares qui roulent uniquement en user space, là. Ils n'ont pas besoin de rouler en elevated, là. Il y a zéro elevated requis, là. Genre, tout ce qui se passe là est en user space. Fait que même si tes employés n'ont pas admin rights sur leur machine, ils sont pas protégés nécessairement contre des info malware stealers par rapport à d'autres malwares qui vont faire du UAC, ils vont essayer de faire des prompts UAC, ils vont essayer d'elevate pour garder une persistance. Un info malware stealer ne gardera très, très rarement une persistance. T'sais, il va rouler, voler les infos, voler les fichiers qui intéressent. Puis là, dans le fond, on a parlé de Google, parce que Chrome était quand même ciblé. Puis là, Chrome a fait une modification parce que au final, il check. Dans le fond, c'est le process qu'il faut qu'il parle à un RPC, puis le RPC, lui, peut lire le fichier. Puis dans le fond, ça fait que
Avant, le malware, pour avoir accès au profil de Chrome, c'est un file read, file write. La chose la plus difficile à détecter au niveau d'un EDR, parce qu'un process qui ouvre un fichier, t'en as, c'est normal. Il n'y a pas de danger par rapport à ça. Ouais, puis en plus, les browsers, maintenant, ils font un paquet de process. Tu vois plein de process qui ouvrent ton fichier browser, c'est à peu près normal. Ouais, mais c'est attendu. C'est un peu dégueulasse, d'ailleurs, la quantité de ce qui se passe dans les navigateurs, là. Ça, ils ont malheureusement, tu sais, ça l'a amplifié, fait que c'est rendu là la source du bonheur pour l'infostealer aussi doit être exactement là, puisque il y a tellement d'informations juste dans le navigateur, puis c'est généralement. Oui, maintenant, le navigateur t'offre de sauver tes cartes de crédit, tes infos de où est-ce que t'es, hein? Les autofills. Ouais, tu sais, les autofills de tout. C'est pas juste des mots de passe puis des usernames. On en voit beaucoup là qui volent aussi ça, c'est ce que Olivier a présenté à ShmooCon en janvier. Des info malware stealers qui volent les Bitwarden, qui volent les passwords, qui volent aussi qui targetent des applications ou des extensions Chrome qui font du OTP. Ah. On l'a testé, là. Genre, ils volent aussi dans le profil Chrome, on voit l'OTP token volé, puis on est capable de répliquer. Il y a un site web qui permet de revalider à partir du site, puis ça marche, là. T'sais, on est capable d'avoir le OTP de la personne de cette application-là, qui est quand même utilisée. T'sais, on pensait que c'était tout petit, mais on s'est rendu compte qu'il y avait comme plusieurs millions d'utilisateurs de ce module-là. La conférence est en ligne, là, si vous voulez les voir sur là-dessus, mais on voit vraiment cette partie-là au niveau des info malware stealers. Puis pour revenir au niveau de Google, dans le fond, ils ont enlevé ça, ils ont fait que tu ne peux plus lire directement en user space les Chrome profiles. Puis il y a bien du monde parce qu'après ça, les info malware stealers ont bypassé. Puis tout le monde s'est mis à dire ça donne rien, c'est niaiseux. Puis on rit un peu de Google, puis je pense que on a eu des conversations intéressantes avec ça. Puis une des théories, je veux pas trop mettre le monde dans le spot, mais je sais pas si ce que j'ai peur des conversations. Mais tu sais, dans le fond, en parlant avec différentes personnes de l'écosystème, ce qu'on a compris, c'est que puis notre théorie, c'est que détecter un malware qui fait un read-write sur un fichier, c'est tough, parce que tout le monde fait ça. Détecter un malware qui fait un write process memory pour aller dans la mémoire de Chrome pour après ça lire le fichier, c'est plus facile à détecter. C'est pas un processus, c'est pas un comportement qu'on voit si souvent. Tu n'auras pas des millions de faux positifs. Il n'y aura pas des millions de faux positifs. Fait que même si les info malware stealers qui bypassent maintenant cette partie-là de des nouvelles protections de Chrome, il faut qu'ils s'injectent dans le processus de Chrome, ou soit qu'ils communiquent avec le RPC, avec le service RPC qui gate les fichiers qui permettent de gater les fichiers et d'avoir accès en user space. Fait que tu as deux comportements qui sont pas mal plus faciles à détecter. Et plus difficiles à implémenter. Difficile à implémenter aussi. Même s'ils l'ont fait, c'est implémenté, mais ils s'exposent plus. Pour aller voler les mots de passe et les informations de Chrome, il faut qu'ils s'exposent un peu plus. Puis c'est dépendamment. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de screenshots aussi. Il y a souvent des captures d'écran qui sont pris quand il y a une infection. L'autre projet qu'on est en cours et qu'on travaille dessus puis qu'on espère pouvoir présenter dans les prochaines semaines dans les conférences, c'est du clustering, dans des techniques de campagne actives basées sur du clustering d'images avec des LLM. Donc, on utilise le LLM pour taguer, pour mettre les images ensemble, les screenshots qui semblent les promener des mêmes campagnes, puis de OCR ces images-là pour trouver les URL puis les vecteurs d'infection initiaux. On va chercher pour générer éventuellement, on aimerait ça générer des IOC puis des choses pour l'antivirus. Fait que là, on s'en reparlera. Il y a plusieurs conférences qu'on veut faire, mais c'est d'autres choses qu'on continue à faire dans les info malware stealers. On en voit beaucoup qui target justement les cookies de session. Il y a beaucoup de session takeover avec des info malware stealers. C'est pas juste les credentials. Beaucoup de fichiers volés, beaucoup de cryptocurrency, as well, les wallets de cryptocurrency qui sont ciblés. Les documents sur le bureau, les documents des mails. Toutes les malware family ont toutes leurs spécifications, puis ils vont plus que juste les username passwords sauvegardés dans Oui, c'est ça. On focus sur le browser parce que le browser, c'est une place où il y a beaucoup d'informations ensemble, mais ils peuvent aussi voler des fichiers. Dans le cas de Redline, je sais plus si, à un moment, ça a été enlevé, puis je pense plus tard remis, mais tu pouvais dire, tu pouvais donner des chemins de fichiers que tu peux collecter ce son-là, puis des extensions. Donc souvent, c'est ça, tu sais que les clés de
telles wallets sont stockées dans un fichier .123, tu connectes toutes ces affaires-là. Puis ça, comme c'est pas standardisé, ça dépend des applications, c'est aussi assez difficile de détecter parce que ça va juste lire un fichier dans user / quelque chose. C'est ça. Une place que l'utilisateur a le droit de lire. Fait que c'est ça, il n'y a pas d'exploitation, tu sais, c'est vraiment. Il y a tous les chemins existants, puis c'est un peu, ouais, c'est ça. Ça va aller aussi toutes les remote desktop aussi. Les configurations de remote desktop sauvegardées, les VPN, les FTP clients, des FileZilla, les choses comme ça, les qu'est-ce que ça va là d'autre aussi? Ben, ça bug aussi des fois quand tu as une application desktop pour te connecter à un service en ligne, puis tu dis enregistre mes creds, demande-moi pas, ben souvent ils vont aller lire ça parce que ça c'est stocké dans un fichier local, dans le registre ou quelque chose comme ça. Donc ça, tu vas le lire. On le voit aussi même au niveau des bureaux, des desktops, on le voit même des fichiers. Il y a plusieurs qui veulent les fichiers sur le bureau, les documents Word puis les documents sur le desktop, on en voit plusieurs. Tu sais aussi, Alex, on se demandait, tu sais, quand la première conférence on a faite, pourquoi il y avait genre des packages Android dans les Safe Credentials. Puis il y a peut-être des versions mobiles, on n'est pas trop sûr. Puis, je pense que c'est quelqu'un qui a marché dans le stage, je me dis non, parce que je pense que c'est à cause de la synchronisation de Google. Ouais, le autofill. Google va synchroniser avec ton cell. Tes safe passwords sur ton cell viennent synchroniser dans ton compte. Plutôt, au lieu d'avoir un domaine, t'avais comme.android. Je sais pas quoi. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de version Android de Redline. Parce qu'on pas ce qu'on connaît, là. On a fait un grand tour. C'est très intéressant. Mais je vous remercie énormément de ce partage-là. Sure. On est à 1h20 de contenu super intéressant. C'est sûr qu'on va se reparler parce que je pense que ça en est un, mais parmi d'autres. Il va y avoir d'autres informations connexes qui vont sortir là-dessus. Un mot de la fin, monsieur? Non, bonne chance pour le editing. D'après moi, on était... Bonne chance pour faire une histoire claire et alignée avec ça. On s'excuse d'avance aux auditeurs. Cool. Hey, merci. Merci à toi. Ça marche, merci. Ciao.